Bienvenue dans cette série sur les grands animaux politiques. Ils font le quotidien des grands médias avec leurs commentaires, leurs critiques, leurs propositions et revendiquent chacun d'avoir les clés d'un futur meilleur. On connaît leur actualité, leurs phrases choquent, mais on sait beaucoup moins qui ils sont et ce qui forme le cœur de leurs convictions. Aujourd'hui, je vous parlerai de Jean-Luc Mélenchon, le turbulent dirigeant de la France insoumise, dont le talent pour les joutes verbales et l'allumage des journalistes a fait la célébrité. Qui est-il? Que défend-il et que croit-il vraiment? Jean-Luc Mélenchon est le fils d'une institutrice et d'un fonctionnaire de la Poste. Il naît à Tanger. Je fais le choix de ne pas vous dire en quelle année car il paraît que c'est mal poli, surtout pour les dames qui seront évoquées dans d'autres vidéos. Jusqu'à ses 10 ans, Jean-Luc vit donc dans un lieu de grande mixité ethnique et culturelle. Zone internationale, la ville de Tanger voyait à l'époque se croiser artistes et intellectuels de différents pays en plus de la population locale. C'est au moment de son entrée au collège que Jean-Luc Mélenchon rejoint la France, où rapidement la famille se fixe en Franche-Comté, à Lons-le-Saunier. Étudiant, rapidement convaincu par les idées de gauche et l'idéal révolutionnaire, il passe son baccalauréat au lycée Rouget de Lille, qui, comme vous le savez, est le compositeur de la Marseillaise. Ce refrain ne l'a plus quitté. C'est un vrai idéal révolutionnaire qui anime le jeune homme. Son premier grand modèle est Robespierre. Alors qu'il poursuit des études de lettres modernes, il est fasciné par ce grand penseur de la Révolution française. Celui-ci, quand il était encore Maximilien, défendait la fin de l'esclavage et de la peine de mort, le suffrage universel, le soutien aux démunis. Mais il est cependant rapidement devenu le Robespierre de la terreur, convaincu que pour créer le nouveau monde, il fallait détruire l'ancien, de la façon la plus expéditive possible. C'est une chose commune à l'idéal révolutionnaire qui explique aussi sans doute pourquoi la seconde grande référence de Jean-Luc Mélenchon est Trotsky. Lorsque Jean-Luc Mélenchon s'engage dans le trotskisme et mène ses premiers piquets de grève, toujours en Franche-Comté, il prend le nom de code de Santerre, général révolutionnaire et grand partisan de la décapitation des rois. Trotsky et Robespierre ont ceci de commun que pour eux, la fin justifie les moyens. Trotsky, après la révolution d'octobre 1917, fait exécuter massivement jusqu'à des femmes et des enfants dans sa lutte contre les bourgeois et les révolutionnaires mous. Au point que même Staline, vous avez bien entendu, Staline trouvait qu'il allait trop loin. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas révolutionnaire sur tout, et sur un point au moins, il a suivi la tradition familiale, en devenant comme son père, franc-maçon. Membre actif du Grand Orient de France, l'obédience la plus à gauche des différentes obédiences maçonniques, il s'est appuyé sur ses influents amis pour passer sérieusement à la politique et laisser tomber son poste de professeur de français de province. Comme quoi, être anti-système n'empêche pas de cultiver ses réseaux. En résumé sur son parcours, si vous ne devez retenir que quelques dates, retenez celle-ci. En 1976, il rejoint le Parti socialiste. En 2000, il se fait remarquer pour son efficacité en tant que ministre de la formation professionnelle. En 2008, fâché avec le Parti socialiste, il le quitte et crée le Parti de gauche. Son succès est remarquable. En quelques années, il réussit à rassembler les restes de l'extrême gauche française pour en faire une force politique cohérente et visible, ce qui culmine avec son extraordinaire score à l'élection présidentielle de 2017. Les choses se dégradent à partir de là. Il refuse longtemps de reconnaître sa défaite, se met à dos définitivement ses alliés de gauche qui critiquent la concentration de son pouvoir et même des cadres du mouvement ne le trouvent plus très démocratique. Tout ceci culmine lorsque la justice tente de perquisitionner dans les locaux de la France insoumise, soupçonné d'infraction aux règles de financement de la campagne. Il s'oppose alors avec violence à la police et à la justice. La vidéo était encore disponible sur internet, elle est édifiante. Il déclare alors « La République, c'est moi ». En 2019, il sera condamné par la justice pour cette attitude. Sa vision pour la France, résumée en quelques points, est celle d'une république nouvelle, la 6ème République, avec un pouvoir parlementaire plus fort, ce qui d'après lui va avec le fait que les élections présidentielles ne seront plus si importantes, et que peut-être donc on pourra rester très longtemps président. Il propose des nationalisations massives d'entreprises, la planification économique par l'État, le relèvement du SMIC, comme à peu près tout le monde, et la retraite à 60 ans, comme à peu près personne, à part Marine Le Pen. Toutes ces mesures
se finance avec une augmentation massive des impôts, qui servent également à construire un État fort, peut-être même un État dominateur. Socialement, très sensible aux questions écologiques, il défend aussi le concept de créolisation, qui évoque de suite de belles images exotiques, mais qui en réalité est l'équivalent de ce que la droite souverainiste appelle le grand remplacement, soit un effacement de la culture par le brassage. Les deux autres références tropicales qui guident sa vision politique sont Fidel Castro et Hugo Chavez. Et ces deux derniers personnages ne sont pas habillés en vert par amour de l'écologie, mais plutôt par amour des armes. En résumé, le programme de Jean-Luc Mélenchon est particulièrement faible sur la question de sécurité, sa priorité étant plus de désarmer la police que de lutter contre le crime. Il est un candidat des impôts forts et de la transition écologique, avec un mode de gouvernance qui ne laisse pas penser qu'il sera un grand ami des libertés individuelles. La maîtrise de l'immigration n'est pas un sujet pour lui, et si, comme tout le monde, il affiche des volontés de création d'emplois, son programme laisse penser qu'il n'encouragera pas l'entrepreneuriat. Le concept de créolisation n'en fait pas un défendeur de l'identité nationale, mais il est par contre l'un des candidats pour qui l'assistance de l'État aux faibles et aux démunis prend le plus de place. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'autres suivront, et comme le veut la tradition des réseaux sociaux, je vous dis de ne pas hésiter à liker ou partager. De mon côté, je remercie Marcos Kaiser pour la bande son de cette vidéo. À très bientôt.